Bon après-midi, je me présente Myrème Lévesque, adjointe à la coordination pour les rendez-vous d'histoire de Québec et étudiante à la maîtrise en histoire. Donc, je vous remercie d'être avec nous en ce mercredi 11 août pour ce colloque international consacré à Madame de la Pelletrie et Marie de l'Incarnation, présenté dans le cadre des rendez-vous d'histoire de Québec en partenariat avec les commissions de la mémoire franco-québécoise, le Centre d'études Marie de l'Incarnation et le pôle culturel du monastère des Ursulines. Nous aurons le plaisir d'entendre une conférence sur Madame la Pelletrie et Madame Jeanne Mans par Monsieur Jean-Paul Pizel, qui est président depuis 1990 de l'Association Langres Montréal-Québec. Né à Langres, où il a exercé comme professeur d'histoire, il est co-auteur du livre Jeanne Mans de Langres à Montréal, une femme bâtisseuse, qui est paru aux éditions Le Pythagore en 2017. Sa conférence d'aujourd'hui s'intitule Jeanne Mans et Madame de la Pelletrie à Montréal, récit d'une désertion de 3 ans. Alors, Monsieur Pizel, la parole est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, mon sujet, effectivement, est Jeanne Mans et Madeleine de la Pelletrie à Québec et Montréal du mois d'août 1641 à l'été 1644. Premier visuel, deux. D'abord, Jeanne Mans au monument Maisonneuve, sur la place d'Armes de Montréal, et puis une gravure classique de Madeleine de la Pelletrie. On va d'abord faire un focus sur Jeanne Mans pour faire davantage connaissance avec elle. Donc, Jeanne Mans est née à Langres, en Champagne, en 1606. Sa statue a été érigée à l'endroit même où elle a été baptisée. Et elle décède à Montréal en 1673. Donc, de son côté, Madeleine de la Pelletrie, elle est née à Alençon, en Normandie, en 1603. Et elle décède à Québec en 1671. Donc, voyons un petit peu Jeanne à la moitié de sa vie à Langres, c'est-à-dire de 1606 à 1640. Ici, une gravure de Langres en 1610, où on voit la cité entourée de remparts. Pourquoi? Parce qu'incertitude des situations militaires, zone frontière, notamment avec la Franche-Comté espagnole. Une cathédrale, en effet, Langres était et est toujours le siège d'un diocèse important, beaucoup d'églises, début d'implantation de congrégations religieuses qui vont s'étendre au cours de la première moitié du XVIIe. Vie sociale à Langres de Jeanne Mans. Elle est issue d'une petite et moyenne bourgeoisie. Son père est procureur du roi. Sa mère, petite moyenne bourgeoisie langroise depuis plusieurs siècles. Et donc, on peut constater que le milieu de Jeanne Mans est beaucoup moins aisé que celui de Madeleine de la Pelletrie. Fratrie, elle est la deuxième de 12 frères et sœurs. Rappelons que Madeleine a 9 frères et sœurs nés à Alençon entre 1592 et 1607. Donc, issue d'un milieu modeste, santé fragile, grande piété et mysticisme actif. Elle appartient à la confrérie du Saint-Sacrement, ses parents également, mais aucun de ses frères et sœurs. Elle a des relations importantes avec les jésuites et les ursulines. Elle n'a aucune impétence pour le couvent. Je rappelle que Madeleine, dès 15 ans, désire entrer en Légion, puis à l'âge de 19 ans, contre l'avis de ses parents. Ni pour le mariage. Madeleine se marie à 19 ans suite à la volonté de son père, et elle est veuve 5 ans plus tard. Elle aide sa famille et la communauté langroise. Les nombreuses pestes des années 1630, les conséquences de la guerre de 30 ans, je rappelle que Franche-Comté espagnole était très vigoureuse dans ce domaine-là, et les différentes misères de l'époque. Donc, les appuis en 1640 de Jeanne Mans lorsqu'elle quitte Langres sont d'abord ses cousins d'Olbeau. Jean, qui est un jésuite, qui part en Nouvelle-France en 1640, qui va d'ailleurs revenir rapidement en 1641, qui va se noyer suite à une attaque de pirates. Mais Jeanne est tout à fait au courant de l'expédition de son cousin jésuite. Antoinette, qui a fait un riche mariage à Paris. Nicolas, qui est chapelain à la Sainte-Chapelle et précepteur d'enfants de personnages influents. Charles, carme, influent notamment à Paris, futur provincial. D'autres appuis, notamment les jésuites, Jeanne a toujours eu des jésuites comme confesseurs, et donc à Langres, c'est lui qui lui a donné instruction, conseil de dire
mademoiselle, vous pouvez partir en Canada. Ceci au mois de mai 1640. Enfin, le père Charles Rapine, provincial des Récollets, proche de la famille de Jeanne Mance. Le déclic de tout ça, c'est l'arrivée de Nicolas Dolbeau qui va permettre un départ vers la Nouvelle-France. Il vient à Langres au printemps 1640. Il parle de la Nouvelle-France, du départ des Ursulines en 1639 pour Québec avec Marie de l'Incarnation et Madeleine de la Peltrie dans les fameuses relations de 1639. Donc Jeanne est très impressionnée que deux femmes aient pu partir en Nouvelle-France en 1639. Ce départ de femme donc l'impressionne. Par ailleurs, elle a perdu ses pères et mères. Beaucoup de ses frères et sœurs ne sont plus là. Aussi, au total, en mai 1640, après avoir donc revu son confesseur, elle part de Langres pour Paris avec un carnet d'adresses fourni. Donc c'est à Paris qu'elle va trouver les appuis décisifs, Paris où elle va séjourner entre juin 1640 et avril 1641. Elle va loger fort logiquement chez sa cousine Antoinette, qui a fait donc un riche mariage. Situation géographique privilégiée de cette maison d'Antoinette, proche des jésuites, en particulier de ceux recommandés par Nicolas Dolbeau. Charles Lallemand, ancien procureur des jésuites en Nouvelle-France, et Saint-Jure, recteur du noviciat des jésuites, écrivain ascétique réputé. Pour Charles Lallemand, elle ne le verra qu'une courte fois parce qu'il a toujours beaucoup de choses à faire et d'ailleurs il a un dossier important qui s'appelle Île de Montréal. Le deuxième, Saint-Jure, après une semaine de retraite a demandé à Jeanne, il confirme donc sa vocation en disant Mademoiselle Mance, vous pouvez partir donc en Nouvelle-France. Donc maintenant, elle est totalement rassurée, hein, toujours ce schéma d'être bien assurée. Jeanne Mance n'est pas une impulsive, elle demande effectivement à chaque fois aux conseillers les meilleurs qu'on puisse l'assurer de sa vocation. En effet, il est nécessaire d'assurer des moyens matériels pour la future mission. Les supérieurs de la doctrine chrétienne et des Récollets, donc dans l'occurrence pour les Récollets c'est Charles Rapine, lui font rencontrer une riche veuve, Angélique de Bullion, veuve d'un surintendant des finances. On voit ici Angélique de Bullion, qui est un tableau de l'assistance publique de Paris, et d'autre part la rencontre avec cette Madame de Bullion qu'on va développer. Donc on a sur cette gravure de 1946 Madame de Bullion, Rapine et Jeanne Mance. Son mari est décédé au mois de décembre 1640, on se trouve en 1641, et Angélique de Bullion, d'abord, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le monde charitable, dans le monde de piété, et puis d'autre part, elle veut certainement rattraper un petit peu quelques malversations de son défunt mari. 4 rencontres vont avoir lieu entre Angélique et Jeanne Mance. Et Angélique, qui se rend compte de la valeur de Jeanne, va lui demander d'aller fonder en Nouvelle-France, il n'y a pas de précision pour le moment, de fonder un hôpital. Le financement sera assuré, mais ce financement devra être secret, comme celle qui va assurer tout cela. Et Angélique de Bullion recommande bien la confidentialité. Il y aura donc un intermédiaire secret entre Madame de Bullion et Jeanne Mance pour tout ce qui est financement. En tous les cas, pour partir de Paris et pour aller vers La Rochelle, puisque c'est La Rochelle que va se dessiner le départ de l'expédition Montréal, Madame de Bullion va bien pourvoir Jeanne Mance. Il y a une rencontre, comme c'était assez souvent le cas, comme ça a été le cas avec Madeleine de la Peltrie, une rencontre avec la reine Anne d'Autriche,
avant son départ. Donc elle part très rapidement pour La Rochelle parce qu'en effet, elle a appris depuis très très peu de temps qu'une expédition va partir et donc cette expédition doit partir début mai. On est à peu près à la mi-avril, donc elle part immédiatement pour La Rochelle. Là, elle va rencontrer les deux personnages clés. D'une part, Jérôme Le Royer de la Dauversière, qui est né à La Flèche et qui est donc le responsable de la Société Notre-Dame de Montréal. Et Paul de Chomély de Maisonneuve, qui est comme elle un champenois, qui est né à côté de Troyes, à Neuville-sur-Vanne. Donc Jérôme Le Royer de la Dauversière, c'est lui le concepteur de l'opération Montréal. Il est fondateur de la Société Notre-Dame de Montréal en 1639. Il est membre de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui est donc une compagnie, disons, on va dire, secrète, de catholiques qui veulent vraiment entrer dans la contre-réforme pour imposer une nouvelle société, aussi bien en France qu'en Nouvelle-France. Donc Jérôme Le Royer lui présente le projet d'établir donc un établissement à Montréal. Ce projet, à savoir évangéliser des Amérindiens sur l'île de Montréal, l'île déserte. Il lui propose d'être le bras droit de l'expédition et d'intégrer la Société Notre-Dame de Montréal, ce qui sera la première femme à intégrer cette société. Donc ça veut dire que Jérôme Le Royer a eu des renseignements sur Paris essentiellement, mais certainement sur Langres, pour montrer la valeur de Jeanne Mance. Donc les deux personnages se sont bien compris. Jeanne Mance a bien demandé des renseignements à Jérôme Le Royer. Jérôme Le Royer a bien apprécié, donc il y a une adhésion très très forte, totale, je dirais, pour fonder une cité sur l'île de Montréal. Rencontre avec le champenois Maisonneuve, donc là ce sera plus rapide, mais Jeanne Mance apprécie vivement donc son chef et excellente impression de part et d'autre, et donc on est parti pour une expédition où les gens sont bien en place. Départ le 9 mai pour Québec avec deux bateaux, 37 engagés au total, 25 pour le bateau qui sera dirigé par Maisonneuve et 12 pour le bateau qui sera dirigé par Jeanne Mance. Oui, une femme va diriger le bateau, non pas au point de vue technique, au point de vue maritime. C'est évidemment pas le domaine. Et au dernier moment, Jeanne Mance a évidemment exigé, ce qui paraît un peu normal, a exigé qu'une femme soit présente avec elle dans son bateau. Et dans les derniers moments, une femme, Catherine Lézot, se présente à La Rochelle et elle sera pendant plusieurs années l'assistante de Jeanne Mance. Et par ailleurs, il y a un autre bateau qui part de Dieppe, enfin qui est déjà parti depuis plusieurs semaines de Dieppe et où il y a donc une dizaine d'engagés. Toujours avec la Société Notre-Dame de Montréal. Alors la Gazette de Théophraste Renaudot dit le 9 mai, dit dans sa Gazette les mots suivants. La demoiselle Mance de Langres, âgée de 24 ans, qui mène une vie exemplaire et ne vit que de pain et d'eau, et à laquelle on dit que Dieu communique beaucoup des grâces, y est aussi allée. Donc c'est assez, disons, assez extraordinaire qu'on parle de Jeanne Mance, qu'on ne parle pas de Maisonneuve, qu'on ne parle pas de Jérôme Le Royer de la Dauversière. Donc ça veut dire que certainement sur Paris, on a d'excellents renseignements sur Jeanne Mance et qu'on entend bien favoriser que cette expédition a notamment le sceau, et frappé également du sceau providentiel, on va dire, d'une femme qui mène une vie exemplaire et qui ne parle que de Dieu dans toutes ses conversations.
Quelques mots sur la Société Notre-Dame de Montréal. Donc, on rappelle qu'elle est née en 1639, qu'elle va donc sombrer en 1663. Ici, c'est le facsimilé de la page 1 des véritables motifs de messieurs et dames de la Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Donc ça, c'est ce qui va sortir en 1643. Mais il y avait un abrégé, beaucoup plus abrégé, puisque là, on a plus de 120 pages, qui est paru et que Jérôme Leroyer a montré à Jeanne Mance en 1641. C'est d'ailleurs Jeanne Mance, très vraisemblablement, en 1641, a fait rajouter le mot dame au titre général des véritables motifs. Et elle a fait distribuer par Jérôme Leroyer, par ses propres moyens, elle a fait distribuer donc des prospectus à ses connaissances importantes de Paris, et dans les 18 mois qui vont suivre, il y aura beaucoup d'autres adhérents pour la société. Objectif général, qui est bien indiqué peut-être plus clairement en 1643, c'est le bon plaisir de Dieu d'appeler tous les hommes à la vie éternelle et à cet effet d'envoyer l'ambassade de cette heureuse nouvelle par tout le monde, c'est-à-dire y compris les Amérindiens. Jusqu'à présent, bon, les Amérindiens étaient un peu de côté, on va dire. Les moyens, maîtriser la langue, travailler l'état sanitaire, donc faire édifier un hôpital, construire des séminaires pour des rudiments d'enseignement et un minimum de connaissances de l'évangile. Fixer les nomades, c'est-à-dire arrêter, je cite, les sauvages errants. Les Amérindiens étaient un mode de vie nomade, mais si les arrivants voulaient, disons, évangéliser, c'était un peu compliqué d'évangéliser des nomades. C'est une plaque qui se trouve donc place d'Armes à Montréal. Bon, j'insiste pas trop. On avait Gaston Moranty, qui est un personnage très important, qui notamment sera supérieur de la Compagnie du Saint-Sacrement. Le baron de Fancan, un bras droit de Jérôme Leroyer. Le prêtre Jean-Jacques Ollier, qui va fonder les Sulpiciens, et évidemment Jérôme Leroyer. Alors l'île de Montréal, on en parle, mais bon, qu'est-ce qu'elle est, à qui elle appartient? Jérôme Leroyer et le baron de Fancan ont acheté en décembre 1640 l'île de Montréal à la Compagnie des 100 associés pour la Société Notre-Dame de Montréal. En effet, la liaison directe n'était pas possible avec, c'est-à-dire les 100 associés de la Société Notre-Dame de Montréal, donc elle s'est faite avec les deux personnages cités. Bon, donc, 9 mai, départ pour Québec. Arrivée à Québec à l'été 1641. Jeanne arrive le 8 août avec ses 12 engagés, sachant que les gens de Dieppe étaient déjà arrivés. Maisonneuve n'arrivera que le 20 septembre avec ses 20 engagés, sachant qu'il a été obligé de revenir à 2 reprises sur le territoire français pour réparer ou pour par rapport à du personnel. L'arrivée de ces deux bateaux, de ces 2 chefs, a été annoncée par les gens de Dieppe, parce que les gens de Dieppe sont là, et ils savent que les chefs sont d'une part Maisonneuve et d'autre part Jeanne Mance. Donc, Jeanne, on arrive à de la pelleterie, qu'on a déjà rencontré à travers la relation de 1639, mais donc Jeanne, quand rencontre-t-elle pour la première fois Madeleine de la Pelletrie? Difficile de savoir, mais à Québec, il y a environ 200 personnes. On annonce une expédition qui veut aller à l'île de Montréal, ce qui pose d'ailleurs des problèmes. Donc, il est certain que Jeanne Mance et Madame de la Pelletrie vont se rencontrer, peut-être pas le 9, mais dans les jours qui suivent. Madame de la Pelletrie va amener Jeanne Mance à la réduction de Sillery, puisque c'est là que se trouvent essentiellement les Amérindiens, et Jeanne va faire la connaissance des Indiens, des Amérindiens, et en même temps de Madame de la Pelletrie. Jeanne Mance est installée, on l'installe d'abord vers les Hospitalières, on verra tout à l'heure la localisation. D'autre part, il y a un personnage très riche, Monsieur de Puiseaux, qui est un riche septuagénaire, installé à Québec depuis quelques années,
et qui va offrir le logement à Jeanne et Maisonneuve. Puiseaux, d'ailleurs, va devenir le 8e membre de la Société Notre-Dame. Madeleine se trouve tout à fait à proximité, peut-être même certainement même dans la propriété de Monsieur de Puiseaux, et elle va rencontrer très fréquemment Jeanne. Donc, installation à Québec, à Sillery. Ici, on a un plan, une carte plan, qui a été dressée par la Commission des biens culturels du Québec en 2004. Donc, on distingue bien 3 lieux qui nous intéressent surtout. La maison des hospitalières, on en a parlé par rapport à Jeanne, la mission des Jésuites, et enfin, la maison de Monsieur de Puiseaux, le joyau de la colonie, disait-on, où donc Jeanne et les principaux colons de 1641 vont s'installer, et également tout à fait à proximité, Madame de la Pelletrie. Quels sont les rêves à ce moment-là? Donc on est au mois de septembre. D'abord, l'expédition pour Montréal est très 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 malvenue par les gens de Québec, en particulier par le gouverneur. En effet, il faut renverser d'abord Québec. Québec, c'est 200 personnes maximum, très mal protégé, à tout moment son installation peut être remise en question. Alors, Monsieur de Montmagny, donc le gouverneur, dit carrément à Paul Chomédé de Maisonneuve, il faudrait rester ici. Et on a la fameuse réplique de Maisonneuve, que je résume: même si tous les arbres de l'île de Montréal se transforment en Indiens, c'est bien en ce lieu que j'accomplirai ma mission. Donc, le lieu, c'est évidemment Montréal. Madeleine, l'état d'esprit, elle est déçue par Québec, en particulier de la négligence des 100 associés qui, malgré leurs promesses explicites, n'ont pas établi d'Indiens vers Québec. Par contre, elle est séduite par le projet de Montréal. Elle est impressionnée par Jeanne et son montréalisme, ouvert sur le nouveau monde de l'Ouest. Donc, rapidement, Madeleine va préparer son départ pour Montréal de connivence avec Jeanne. Jeanne, évidemment, ça l'intéresse, cette femme l'intéresse dans le sens où c'est une femme de caractère, une femme de ressources, et c'est une femme de plus, et les femmes de ressources ne sont pas très nombreuses. Par contre, ce que Jeanne ne sait pas, ou pratiquement pas, c'est qu'un problème important existe. Si Marie de l'Incarnation est la fondatrice spirituelle des Ursulines, Madeleine est la fondatrice temporelle des Ursulines. Et son départ risque de faire capoter l'implantation des Ursulines. Au mois de mai, donc 1642, il a fallu passer l'hiver, c'était trop tard pour pouvoir partir à l'automne. Donc, en mai 1642, l'expédition de Québec à Montréal se fait par plusieurs bateaux. Il y a une 50aine de personnes, où se trouve évidemment Maisonneuve, Jeanne, mais aussi le gouverneur de Montmagny, qui accepte finalement que ce soit fait, et il entend prendre possession du roi. Pierre de Puiseaux aussi présent, et le père Vimont, le responsable des Jésuites, aussi présent. Ici, on a la plaque des premiers arrivants, qui se trouve au centre du vieux Montréal. On a tous les arrivants du 17 mai, donc 1642, et évidemment Madeleine de la Pelletrie. Les liens sociaux pour Jeanne et Madeleine sont des liens qui, au-delà de leur propre personne, parce que de leur personne, ça se passe très très bien. Les liens sociaux sont faciles, semble-t-il, très faciles pour Jeanne, faciles pour Madeleine. Je donnerai un exemple au niveau des marraines à Montréal, entre donc mai 1642 et juin 1644, c'est-à-dire au moment où Madeleine va partir. Donc, Madeleine a été marraine à 23 reprises, entre octobre 1642 et janvier 1644. En février 1643, il y a notamment le fameux baptême d'un Amérindien où elle lui offre une arquebuse, qui a fait évidemment, qui a ravi l'assistance et en particulier l'Amérindien. Jeanne, quant à elle, a été à 32 reprises entre juillet 42 et fin 43 marraine. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de femmes, donc on se retourne un peu toujours sur les mêmes, entre guillemets.
mais tout de même. En 1643, Maisonneuve va mettre en place une fraternité de 5 frères et 5 sœurs. Donc, je ne vais pas vous donner les 10 noms, mais simplement, évidemment, il y a Maisonneuve. Et ce qui nous intéresse, il y a 3 femmes qu'on connaît, Madeleine de la Peltrie, Jeanne Mance et Charlotte Barré, qui est donc l'assistante de Madeleine. Ils s'appellent dans la fraternité tous frères et sœurs. Ils se promettent de se déférer en tout, asservir en tout, consoler. Ils promettent de faire des neuvaines, des pèlerinages au Mont-Royal, à pied et au risque de leur vie. Parce qu'en effet, on a des Indiens nomades qui rôdent. Et il y a au moins, je crois, 2, peut-être 3, neuvaines, pèlerinages au Mont-Royal qui s'effectuent. Bon, Madeleine de la Peltrie s'impatiente un peu, et en 1643, elle constate qu'il y a toujours presque pas d'Indiens, d'Amérindiens sur l'île de Montréal, parce qu'ils sont attaqués par d'autres Indiens. Donc, Madeleine va faire ressurgir un ancien projet de partir chez les Hurons, ouvrir un séminaire pour les petites indiennes au fort Sainte-Marie, et ainsi vivre au milieu d'eux. Il est évident que Madeleine en parle à Jeanne, qui est un peu tentée. Jeanne pense plutôt, non pas vraiment à un départ, encore que, mais peut-être à une aide financière. Donc elle écrit, c'est toujours sa méthode, hein, elle entend bien savoir ce qu'il faut faire. Elle écrit à Madame de Bullion, hein, sa financière, sa protectrice, et Madame de Bullion lui intime fortement en disant « Vous avez une mission, c'est la fondation de l'Hôtel-Dieu à Montréal, et c'est là que cela doit se passer. » Le père Vimont va évidemment dans ce sens-là. Ce qui fait qu'en été 1644, Madeleine se rend compte du danger qu'elle fait courir à sa fondation, plus les menaces du père Vimont, plus l'habileté de Marie de l'Incarnation, qui est très diplomate. Ouais. Ainsi aussi, Madeleine va abandonner ce projet et revenir à Québec, ceci au début donc de l'été 1644. Il y a eu d'autres rencontres entre Madeleine de la Peltrie et Jeanne Mance. Des correspondances certainement, même si on n'a plus de reste, mais aussi lors des allers et retours de Jeanne Mance à Québec. Ils étaient assez fréquents, notamment lorsqu'elle part en France à 3 reprises, lorsqu'elle va chercher d'autres recrues qui arrivent pour accueillir, etc., etc. Donc, il n'y a pas de doute qu'à ce moment-là, elle rencontre Madeleine de la Peltrie. D'autre part, on constate qu'à 3 reprises au moins, Jeanne Mance fait des dons aux Ursulines lorsqu'elle revient de France, ainsi en 1650, 1653 et 1654. Ce sont des dons de entre 300 et 500 livres. Ce ne sont pas des fortunes, mais c'est pas non plus de petites choses. Par ailleurs, sa fidèle Catherine Lézot la quittera pour les Ursulines de Québec en 1646. Donc ça prouve l'influence des Ursulines et puis en particulier de Madeleine. Peut-être aussi une certaine lassitude pour l'avancée des travaux à l'Hôtel-Dieu, peut-être pour l'arrivée des religieuses hospitalières de Saint-Joseph de la Flèche. Mais il n'empêche, ça montre l'influence. Et que Jeanne Mance laisse faire, hein, laisse Catherine Lézot partir au noviciat, puis ensuite, évidemment, toute sa carrière au sein des Ursulines. Jeanne et Madeleine, des proximités spirituelles fortes, je crois qu'on l'a montré, une volonté de proposer l'évangile aux Amérindiens. Madeleine à l'aide d'un couvent et d'un séminaire, Jeanne à l'aide d'un hôpital. Rappelons-nous, à l'époque, et même un peu après, soins des corps, soins des âmes. L'une et l'autre ont d'excellentes facultés de contact, sont volontaires. Madeleine est une femme anticonformiste, avec un franc-parler, frondeuse mais déterminée. Jeanne a, de manière incontestable, des orientations plus stables, mais finalement, elles sont complémentaires.
Toutes deux ont été à la découverte d'une vision autre du monde, celle des Amérindiens, qui avaient été un peu laissés de côté. Donc Madeleine, pourquoi sa désertion et pourquoi son retour? Déjà évoqué, son départ de Québec, le projet des Montréalistes avec Jeanne, et l'enthousiasme pour un nouveau projet sociétal. Son retour, les affaires piétinent à Montréal, se rend compte que son projet d'aller au Huron est irréaliste et que sa fondation à Québec est menacée, avec les remontrances de Marie de l'Incarnation, qui sont feutrées et très sévères du père Vimont. Donc, au bout du compte, Jeanne Mance et Madeleine de la Peltrie sont deux femmes d'exception, au caractère trempé, avec une foi, une dévotion et un mysticisme qui ont contribué aux implantations françaises et amérindiennes à Québec et Montréal. Je vous remercie de votre attention. Donc, merci beaucoup pour cette très belle conférence. Également, je rappelle qu'il y a une dernière conférence ce soir qui est présentée dans le cadre du colloque international consacré à Marie de l'Incarnation et Madame de la Peltrie, donc dès 19h30 par l'historienne Catherine Ferland. Et également que les rendez-vous d'histoire bien se poursuivent jusqu'à dimanche. Donc, vous allez être servis là si vous souhaitez en savoir plus sur une multitude de sujets. Et je vous invite à aller donc consulter notre site web pour en savoir plus, rvhqc.com. Et une dernière fois, Monsieur Pizel, je vous remercie pour cette très, très belle conférence.